Alors bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors aujourd'hui on va parler un peu stratégie, si vous le voulez bien, parce que c'est ce qui manque le plus dans nos milieux, et beaucoup de gens qui parlent beaucoup, qui font certaines choses parfois, mais tout cela manque cruellement de stratégie. Et c'est parce que moi j'ai une stratégie, et que les gens ne le comprennent pas, que d'une part je me fais massacrer dans les commentaires et dans les likes, voilà, parce que les gens ne comprennent pas jusqu'à ce que les choses arrivent, et là ils comprennent, ah bah oui, bah c'est trop tard, hein, les dislikes qui restent. Et puis, c'est pour ça qu'on perd tout le temps, voilà, qu'il ne se passe rien, et que la France continue d'être submergée, et l'Europe continue d'être submergée par l'immigration invasion sous bannière de l'islam, voilà, qui est notre menace principale. Donc voilà, je vais revenir sur ce qu'est une stratégie. En l'occurrence, une bonne stratégie, hein, je ne parlerai pas des mauvaises stratégies, parce que ça, il y en a tellement que c'est toutes celles qui ne sont pas la bonne stratégie. Et je vais vous illustrer ça par de multiples exemples. Donc, une bonne stratégie commence par désigner un ennemi et à avoir le focus sur cet ennemi. Voilà, si vous dites comme Daniel Conversano lors de mon débat avec lui, et Daniel Conversano c'est un des moins pires hein, en termes de stratégie, donc c'est vraiment pas pour lui jeter la pierre. Mais vous voyez, quand le moins pire déjà vous dit ça, c'est qu'il y a des problèmes. Donc Daniel Conversano me dit, quand je lui pose la question, mais quelle est ta stratégie, quel est ton ennemi? Est-ce que c'est l'islam et les tenants du système islamique, ou est-ce que c'est les Noirs et les Arabes et les extra-européens, comme il dit lui-même hein? Il me dit c'est les deux. Bon. Et donc ça marche pas. C'est-à-dire parce que lui, il a une lecture raciale et une lecture anti-islam. Et il pense qu'on peut faire les deux. Donc ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est d'avoir le focus sur un ennemi, parce que je lui donnais l'exemple pendant notre débat d'Henri de Lesquen, et depuis, évidemment, les faits m'ont donné raison, c'est-à-dire qu'il s'est bouffé le nez avec Lesquen, voilà, puisque moi je lui avais dit, soit tu es anti-islam et Lesquen est ton ennemi, soit tu es racialiste et Lesquen est ton ami. Et lui, justement, il disait, Lesquen est mon ami, donc il était encore, au moment où on a parlé, sur une ligne racialiste, de manière dominante, parce que vous pouvez avoir plusieurs ennemis, oui, en 40, il y avait le nazisme, il y avait le bolchevisme, mais vous choisissez l'un des ennemis et vous le désignez comme l'ennemi principal, et ça va diviser le monde en deux, en alliés et en ennemis, en idiots utiles, alliés objectifs, etc. Donc, ça c'est très important, parce que c'est pour ça que moi, comme j'ai désigné un ennemi qui est très clair et qui est unique, ça ne veut pas dire que pour autant je mets les marxistes de côté, par exemple, parce que moi j'ai bien identifié que l'oligarchie est marxiste, hein, figurez-vous. Mais elle est même catho-marxiste. Mais aujourd'hui, si on désigne l'oligarchie catho-marxiste comme ennemi, ça veut dire qu'on passe à côté de l'ennemi islam. Or, l'ennemi islam permet, parce que Soral aussi, il a l'oligarchie comme ennemi, hein, qu'est-ce que vous croyez? Et lui, il la qualifie de sioniste. Bon. Donc ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est de désigner un ennemi et de faire focus dessus. Alors, là, dans la Bible, par exemple, il y a un verset comme « Nul ne peut avoir 2 maîtres hein, », Dieu et Mammon. Donc ça nous aide, en tout cas nous chrétiens, mais peut-être les non-chrétiens aussi, ça nous aide à comprendre qu'on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. C'est pas possible. Il faut choisir son camp. Il y a un camp. Quel est le camp aujourd'hui? Par qui est-ce qu'on est attaqué? Alors, si vous pensez qu'on est attaqué par les Noirs et les Arabes, vous avez un problème. Vous avez un problème. Parce que la force colonisatrice, un empire qui utilise la violence, qui utilise la destruction, qui a 1400 ans d'expérience dans ce domaine, c'est l'islam, c'est pas les Noirs et les Arabes. Les Noirs et les Arabes, comme disent certains, sont manipulés par tout un tas de forces, l'oligarchie, la gauche, appelez-la comme vous voulez, l'islam, la Ligue africaine de machin, donc le communautarisme, etc. Donc ces gens-là, en fait, sont divisés. Ce qui unit certains pour notre destruction, et c'est ce qui en fait notre ennemi, c'est l'islam, et c'est rien d'autre. Voilà. Et derrière, l'oligarchie soutient l'islam, donc elle soutient indirectement toutes ces populations qui se mettent sous la bannière de l'islam. Et les gens finissent toujours par choisir un camp
Or, aujourd'hui, il n'y a que deux camps. Il y a les pro-islam et les anti-islam. Parce que quand vous commettez des attentats comme ils les commettent, quand vous imposez la charia dans des zones entières, des quartiers entiers, voire des villes entières, c'est vous le chef. C'est comme ça que l'islam s'impose. Et il y a 57 pays musulmans dans le monde, c'est pas par hasard. Alors vous allez me dire, oui, il y a des pays noirs, il y a des pays arabes, mais voilà, ils sont pas nos ennemis, ces pays-là. Vous avez des pays qui sont nos amis. Maintenant, je vous mets au défi de trouver un seul pays musulman qui soit notre ami, un réel, c'est-à-dire civilisationnel. Il n'y en a pas. Donc, je pourrais... Mais cette histoire de focus, en fait, est très importante, parce que ça évite de faire les erreurs que l'on commet, tant et plus. Voilà, Soral. Le FN, je me suis trompé sur le FN. Ben pourquoi tu t'es trompé sur le FN? C'est parce que tu n'as pas de stratégie. Donc tu vas trouver ton intérêt dans le FN à un moment, parce qu'il te paye, ou parce qu'il te donne des troupes, et puis parce que ça fait bien de dire on va gagner les élections, on va imposer notre politique, alors que le FN joue sur tous les tableaux. Donc voilà, le FN c'est fait pour rassembler tous les gens qui n'ont pas de stratégie pour la France, mais qui se disent patriotes, et dire allez, bon, on a le FN, voilà, ça c'est facile. Mais quand on a une stratégie, on voit que le FN n'est pas contre l'islam, et voilà. C'est-à-dire avoir une stratégie aujourd'hui en France, c'est dire l'islam est notre ennemi. Donc c'est facile, c'est automatique. Et le fait de focuser, vous voyez, ceux qui me disent, là, je viens de diffuser une nouvelle vidéo sur Renaud Camus, je ne la connaissais pas cette vidéo qu'il a faite avec la Fédération musulmane de Gironde, où il va faire carpette devant l'ennemi. Mais je l'avais subodoré, parce que j'avais désigné l'ennemi comme étant l'islam, et Renaud Camus ne le désignait plus, depuis qu'il s'est fait condamner pour ses propos sur les musulmans voyous et colonisateurs. Hein. Ça, c'est ce qu'il disait aux assises sur l'islamisation, donc là, il y avait un bon ennemi, la bonne désignation de l'ennemi, par Renaud Camus, l'islam. Il s'est fait condamner, et certainement menacé de mort, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, justement, c'est l'ennemi. Eh bien, le résultat, c'est qu'il ne parle plus d'islam, sauf pour en dire du bien éventuellement, et il va faire carpette chez les musulmans. Voilà. Donc là, vous avez, c'est comme les nazis justement en 40, et là, l'analogie, elle marche. Et en plus, c'est pire que le nazisme, parce que là, vous avez 10 millions ou plus de gens qui se réclament de l'islam et qui sont chez nous. Alors que ça n'est jamais monté à plus de 500 000 nazis en France. Et encore, dans les fourchettes hautes, c'était plutôt autour de 300 000. Donc ok, c'était des gens armés, etc. Mais vous croyez quoi? Les musulmans, ils sont pas armés? Allez faire un tour dans les banlieues, vous verrez s'ils sont pas armés. Donc ça aussi, le fait que vous ayez tous ces pays étrangers qui fassent venir des gens, qui fassent venir des financements, qui fassent venir des idéologies, que ce soit le wahhabisme, le sunnisme, le chiisme, ce que vous voulez, c'est la même merde, ça s'appelle l'islam. Eh bien, c'est une des multiples preuves que l'islam est l'ennemi aujourd'hui, et que désigner un autre ennemi principal, ça n'empêche pas d'avoir des ennemis secondaires, mais attention, un ennemi secondaire vous détourne de la vérité, qui sera mon deuxième point. En fait, quand vous n'avez pas un focus sur l'ennemi, vous passez à côté de l'essentiel. Typiquement Renaud Camus. Personne aujourd'hui, à part moi, ne l'a considéré comme étant un allié de l'islam, en fait. Ce qu'il dit expressément dans la vidéo que j'ai révélée. Il dit, le grand remplacement et l'islam n'a rien à voir. Rien. Voilà, donc c'est-à-dire, il s'est complètement couché, et il révèle, là, publiquement, mais dans une vidéo qui était sous le boisseau, et que j'ai contribué à révéler, il révèle en fait sa véritable stratégie à lui. C'est-à-dire, lui, sa véritable stratégie, c'est salaud d'américain, en fait. Las Vegas, quelle horreur. Donc c'est un truc de gauche anti-américain primaire, et le gars est très proche des musulmans en réalité, maintenant qu'il a été menacé de mort et qu'il veut vivre tranquillement, qu'il a été condamné en justice. Et donc, quand on n'est pas focus sur l'ennemi, en l'occurrence les tenants du système islamique, on passe à côté de ça, et on se dit, ah bah finalement le grand remplacement c'est bien. Voilà, ça va dans notre sens puisque ça intègre l'islam. Non, ça n'intègre plus l'islam, et ça on passe à côté parce qu'on se dit, oui, Renaud Camus n'est pas pour le grand remplacement, puisqu'il le dénonce. Voilà. Et donc c'est trop facile, les gens sont plus tordus dans leur tête, surtout Renaud Camus, ils ont moins de colonne vertébrale que vous ne le pensez, les gens sont faibles en général, même s'ils se disent chef, ça suffit pas pour... La preuve, je veux dire, il s'est couché, donc c'est pas un chef.
Donc voilà, le focus, c'est comme, si vous voulez, nul ne peut avoir deux maîtres, Dieu et Mammon. Celui qui n'a pas Dieu a autre chose pour les chrétiens. Et donc, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est systématiquement l'antichrist, hein, par définition. Donc, si vous n'avez pas la bonne stratégie, vous avez la mauvaise, nécessairement. Parce qu'il n'y en a qu'une de bonne et il y en a des multiples de mauvaises. Hein. Satan, c'est les légions, vous savez. Donc, il faut bien... C'est comme, je vais vous donner un autre exemple pour illustrer, c'est si vous êtes marié, ou vous avez une copine. Voilà, je parle aux hommes, vous avez un mec, si vous êtes une nana. Si vous focussez sur votre mec ou sur votre nana, eh bien, vous allez vivre heureux. Parce que vous n'allez pas regarder les autres filles en disant « Waouh, celle-là, elle est plus belle que ma femme ». En fait, c'est ça qui va se passer dans votre tête. Si vous ne focussez pas sur votre femme, alors oui, c'est toujours la même, bah oui. Ça sera toujours le même corps que vous aurez embrassé, etc. Ça sera toujours la même personne qui viendra vous embrasser aussi, qui vous fera la cuisine, et il faudra gérer ses sautes d'humeur, machin. Mais, Dieu nous l'a expliqué, c'est un couple stable qui permet de vivre dans la plénitude. Nous ne sommes pas faits pour aller papillonner ici ou là. Mais si votre stratégie, c'est d'aller voir d'autres femmes, vous allez ruiner votre couple et vous allez vous ruiner vous-même. Parce que vous n'aurez pas la bonne stratégie là aussi. Vous ne serez pas focus. Alors oui, je sais, c'est pas facile. Parce que vous êtes tenté, parce que c'est plus facile d'aller papillonner que de rester fidèle. Ah oui, je sais. Il y a des tentations tout le temps. C'est pareil pour la stratégie. Ah oui, il y a l'islam, bon, c'est chiant l'islam, oui, ça nous ennuie l'islam. On voudrait parler d'autres choses, etc. Vous pouvez en parler. Moi, je parle bien du marxisme, je parle bien, évidemment. Mais quand il s'agit d'être en guerre, et là on est en guerre, et qui nous a déclaré la guerre, hein? Voilà, c'est ça qui permet de voir qui est l'ennemi. Donc, les tenants du système islamique nous ont déclaré la guerre. Eh bien, quand on est en guerre, on focus sur un ennemi, ça nous permet d'avoir des alliés objectifs aussi. Ça, c'est très important. Sinon, si vous allez papillonner partout, vous allez vous prendre des scuds de différentes personnes, et moi, ce que je fais n'a pas été compris, mais là ça l'est de plus en plus, et c'est pour ça que je l'explicite, parce qu'apparemment, voilà, les gens viennent de loin, donc on les fait monter en compétences. Eh bien, je me prends des scuds, mais de plus en plus systématiquement des mêmes, vous voyez, et je suis épargné systématiquement par les mêmes, et moi-même j'épargne les mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont sur ma ligne, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Donc c'est ça une bonne stratégie, c'est que vous finissez par créer les camps. Donc là, comme il n'y a pas de stratégie dans nos milieux, et que moi j'en ai une, je l'impose. Voilà. Vous êtes en train de voir émerger une islamo-sidance, là, que personne n'avait vue, entre Alain Soral, Henri de Lesquen, Renaud Camus, notamment. Cette islamo-sidance-là, elle est de fait alliée objectif, avec le système. Alors que les anti-islam, qu'on pourra rebaptiser comme on voudra, eh bien, eux aussi sont en train de se souder, là. On le voit, je veux dire, ceux qui regardent un peu mes vidéos, puis qui regardent ce qui se passe dans la dissidence, dans l'islamo-sidence, justement, sont en train de voir qu'il est en train d'émerger un groupe de gens, plutôt jeunes, qui désignent le même ennemi, prioritairement. Et ça ne les empêche pas, par exemple, je pense à Suavelos, de faire leur communautarisme blanc, mais en termes stratégiques, ils ne peuvent plus dire nos ennemis sont les Noirs et les Arabes. Parce que s'ils continuent de dire ça, ils vont continuer à tomber dans des pièges de Lesquen ou de ses copains. Voilà. Donc là, les choses sont en train de se tasser, mais il faut trancher au début, et ça c'est la vérité. Donc c'est mon deuxième point. Il faut être toujours, une bonne stratégie se base sur la vérité. Si vous basez sur autre chose que la vérité, en faisant des compromis avec un tel ou un tel, parce que vous voulez maintenir les apparences et parce que, je sais pas moi, vous n'avez pas le courage de trancher, la vérité vous rendra libre, nous dit Jésus, et je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. L'épée, c'est pas ce qui coupe la tête, l'épée, c'est ce qui tranche entre la vérité et le mensonge. Bon, ça, il faut comprendre. Je vous explique, parce que moi, je ne l'avais pas compris avant de devenir chrétien. Donc, voilà. Aidé de l'Esprit Saint, les chrétiens peuvent comprendre la Bible qui reste autrement inaudible. Moi, quand j'étais athée, je ne comprenais rien, je trouvais ça débile. Mais là, je comprends mieux, donc je vous en fais profiter. Je vous fais monter en compétence, qui sera mon troisième point. Mais la vérité,
il faut cet attachement viscéral à la vérité sur le mensonge. Parce que dès lors, Satan est d'ailleurs appelé le prince du mensonge, hein, c'est pas pour rien. Dès lors que vous vous basez sur la vérité, vous êtes sûr déjà d'être dans le camp de Dieu, parce que lui, c'est « je suis le chemin, la vérité et la vie », nous dit Jésus, donc déjà c'est une bonne chose. Il vaut mieux être du côté de Dieu que du côté de Satan, hein. Même si on n'est pas croyant, Dieu il gagne à la fin, donc voilà, faites votre pari de Pascal et puis vous verrez bien. Pascal n'était pas con de ce point de vue-là. Donc, la vérité, déjà vous êtes sûr de jamais mentir, c'est quand même pas rien. Vous êtes sûr de jamais vous tromper. Alors, on peut se tromper parce qu'on est humain, et moi je me suis trompé, mais voyez, pourquoi je me suis trompé si je prends l'exemple de... Là je parle notamment pour les prédictions, hein, je vous renvoie à mes 2 vidéos sur les prédictions. Moi je me trompe beaucoup moins que la plupart des gens qui parlent, notamment sur YouTube, et notamment les soraliens, les leskénistes et tous ces gens-là. Donc, pourquoi on se trompe moins souvent? Et pourquoi, quand on se trompe, c'est parce qu'on s'est éloigné de notre principe central qui est la vérité. Eh bien, typiquement, sur le cas Fillon, je me suis trompé parce que je me suis éloigné de la vérité, c'est-à-dire que l'oligarchie est catho-marxiste. Et que Fillon, mettant en danger cette oligarchie en se disant lui-même libéral, et en plus un peu anti-islam, eh bien, il s'est fait shooter par l'oligarchie qui a mis tout son pouvoir, toute sa puissance, puisqu'elle est au pouvoir, hein, en œuvre pour faire sortir les dossiers les uns après les autres, et un costume par-ci, enfin je ne vous refais pas la campagne, vous connaissez bien le Penelope Gate et compagnie. Hein. Et là, même le meilleur des candidats ne peut pas résister. L'ancien Premier ministre, le mec aguerri, politique depuis 30 ans, enfin... Voilà. Fillon, c'est pour ça que j'ai dit qu'il allait gagner, et je me suis trompé, parce que je me suis menti à moi-même, vous voyez. C'est-à-dire que je me suis éloigné de la vérité en me disant non, finalement, peut-être l'oligarchie marxiste n'est pas si puissante que ça. Ah bah si, elle est si puissante que ça, ce qui fait que dès lors qu'un mec se dit libéral, il est cuit dans ce pays. Voilà, en tout cas en termes électoraux, parce qu'on peut le shooter publiquement. Voilà. Donc, la vérité, c'est la meilleure garantie pour vous de ne pas vous tromper, de paraître honnête et de l'être, parce qu'il ne suffit pas de paraître honnête, évidemment, hein. Moi je ne m'enorgueillis pas d'être honnête, mais comme je suis attaché viscéralement à la vérité, je préfère me prendre des scuds de tous les menteurs, qui se mentent à eux-mêmes déjà, puis qui mentent aux autres, et qui me mentent à moi, en disant « Ouais, pourquoi t'as critiqué Julien Rochdy ou Renaud Camus ?» ou ils ne comprennent pas. Mais c'est la vérité. Et là, il y a des gens, comme Boris Lelay, par exemple, ou Laurent Oberton, que certains croiraient dans notre camp, qui ne le sont pas, parce qu'ils mentent. Et ça, c'est une horreur. Quand le mensonge, comme ça, est vraiment consubstantiel à vous, je veux dire, Boris Lelay, là, il vient encore de donner une interview chez Piero San Giorgio, j'ai écouté un peu. Le gars ment, c'est incroyable, il est fasciste. Vous l'écoutez sur démocratie participative, il y a un double discours là. Il y a démocratie participative, même moi j'étais passé à côté, vous voyez, j'ai fait une vidéo sur lui qui était plutôt cool, même si je regrettais certaines choses, mais j'étais très loin de la vérité. Et la vérité c'est que Boris Lelay ment. Il est fasciste, il est raciste comme jamais, il est antisémite comme pas possible, et donc il ment quand il vient sur YouTube, il parle rien de tout ça. Il dit le problème, oui, c'est l'islam, c'est faux. Et les gens like, hein, les gens c'est bien, parce que sa critique de l'islam est bonne, mais c'est pas du tout sa priorité à Boris Lelay. C'est pour ça qu'il n'est pas dans notre camp. C'est que d'une part, et vous vous rendrez compte que ceux qui sont pas dans notre camp cumulent en fait les 3 choses que je vais vous dire là à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas la vérité, évidemment. La première chose, ils ne sont pas focus, donc ils n'ont pas le même ennemi, en tout cas, voilà, Boris Lelay, ce sont les Juifs. Hein. Vous avez sur démocratie participative, vous avez la véritable pensée de Boris Lelay. Là, vous avez sa vérité à lui, mais du coup, il vient mentir sur YouTube, parce que sur YouTube, on n'aurait pas le droit. Sauf que Daniel Conversano partage en grande partie les idées de Boris Lelay, me semble-t-il. Il est peut-être un peu moins libéral, il est peut-être un peu moins ci ou ça, un peu moins con sur l'antisémitisme, justement, mais il le dit, il dit voilà, moi je suis fasciste, moi j'ai beaucoup plus de respect pour quelqu'un comme Conversano qui va dire ce qu'il pense réellement, face caméra, sur YouTube, et qui assume,
qu'un Laurent Oberton qui va mentir en se faisant passer pour quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire un démocrate, un gars modéré, voilà, qui dénonce juste la délinquance et les viols, ouais, c'est ça, alors qu'en fait, hein, si vous lisez son livre Manifeste nauséabond, qu'il a écrit évidemment, et on le sait maintenant, c'est bon, ben il l'a toujours pas reconnu. Et là, il va sortir un nouveau livre à la rentrée, il le dira toujours pas. Les gens qui vont l'interviewer ne lui poseront toujours pas la question, alors qu'il a reconnu être un pélicaste jouisseur, hein. Mais pas celui dont on l'accuse, bah voyons. Donc, ça c'est le mensonge. Et ça, on ne peut rien construire sur le mensonge. Et je m'en fiche que le gars vende des milliers et des milliers de livres. Tant mieux pour lui. Mais le mensonge vend, justement. La vérité, ah non, c'est plus dur la vérité, parce que voilà, les gens préfèrent le mensonge à la vérité. Et ça, c'est difficile à comprendre. Sauf que la vérité nous rend libres au final. Et les résistants en 40 étaient très peu nombreux au début. Hein, c'est ce que dit Breivik dans son manifeste, que je vous invite à acheter, parce qu'il est totalement censuré, mais voilà, là ça sera mon troisième point sur la montée en compétence. Breivik, c'est un meurtrier de masse dont je condamne les agissements, il faut toujours dire ça, bon, ok, je le condamne, oui. Mais dans sa liberté d'expression, je défends sa liberté d'expression, parce que son manifeste est génial. Et dans son manifeste, il y a notamment cette citation, je crois, de Mark Twain, sur laquelle il revient, il la cite plusieurs fois dans différents tomes, parce que pour lui c'est essentiel, et en effet, les patriotes sont toujours rares au début, très rares, c'est marrant, hein, il y en a quelques-uns comme ça qui disent la vérité dans leur coin, que personne n'écoute, sur lesquels tout le monde crache, parce que ça c'est le phénomène de meute, voilà, et de mouton, c'est l'être humain qui est comme ça, c'est son côté animal. Et au début, donc, voilà, il y a un mec, De Gaulle, il fait un appel, voilà, nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre, etc. Tout le monde lui crache dessus, vendu, tu vas chez l'ennemi protestant, et il n'y a que 300 ou 400 mecs qui le rejoignent quand il fait son appel. Voilà. Et puis après, ben, il y a de plus en plus, parce que comme il a raison, l'histoire lui donne raison, voilà, parce que l'histoire, c'est pas... il y a des lois, non pas la loi de l'histoire, mais il y a des lois scientifiques, déterministes. C'est-à-dire que les gens sont déterminés, s'il n'y a pas de libre arbitre. Donc, ce qui est prévisible s'accomplit quand on a bien compris les forces en présence, et donc De Gaulle avait bien prévu les forces en présence. Il a eu le bon ennemi, le nazisme, et pas le bolchevisme, puisque le bolchevisme a permis de détruire le nazisme. Donc voilà, sinon ça aurait été une erreur grave de définir le bolchevisme comme premier ennemi. C'est ce qu'ont fait les collabos, justement. Voilà. Quand vous écoutez les discours de Déa et d'Oriot, c'est comme quand vous écoutez aujourd'hui Soral et Lesquin. C'est pas l'islam, le problème c'est le judaïsme. Voilà. Ces gens-là ont décidé que le judaïsme c'était la principale menace sur la France. Quant à Renaud Camus, ou l'Empire, voilà, ça c'est Soral aussi, l'Empire, c'est le bordel dans leur tête, donc, mais Camus rejoint Soral en cela, qu'avec ce que j'ai révélé récemment, lui c'est Las Vegas, hein, le symbole du grand remplacement c'est Las Vegas, voilà. Les Américains, l'Empire, encore une fois. Donc vous voyez, là, De Gaulle, il a désigné le bon ennemi, et il a dit la vérité, donc... voilà, on a gagné. Il a regardé les forces en puissance, les forces en présence, potentiellement qui allaient rentrer dans la guerre, ça personne ne le savait encore que les États... Au moment où il fait son appel, tout le monde dit « ouais, son appel, rien de spécial ». Eh bien si, quand même, parce que les États-Unis n'étaient pas en guerre, et dès lors que les États-Unis sont rentrés en guerre, ça a tout changé, évidemment. Et ça, il l'a vu. Il l'a vu, donc on a gagné la guerre. Et ceux qui ne l'avaient pas vu ils misaient sur l'Allemagne. Et voilà, l'URSS était allié des nazis à ce moment-là. Et donc personne n'avait vu ce déroulement-là. On dit il a eu de la chance, non. Il a dit la vérité. Mais ça, les gens ne peuvent pas comprendre. Donc moi je l'ai dit aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, puis au fur et à mesure que ça arrive, là ça fait déjà 10 ans que je l'ai dit la vérité. Hein. Mais là c'est moins rapide que la Deuxième Guerre mondiale, donc il faut du temps pour que la France soit submergée. C'est pas une campagne militaire blitzkrieg, et en 3 semaines, l'armée est à plat et on est occupé. Non, ça serait trop simple. Là, c'est des millions de gens qui viennent depuis des dizaines d'années, qui s'installent, qui créent leur petit truc, qui se font financer. Je ne vous fais pas l'histoire, mais c'est ça l'histoire de notre guerre à nous, là. La Troisième Guerre mondiale, qui a commencé officiellement le 11 septembre 2001.
Donc je vous dis depuis 2009, je ne suis pas le seul, hein, Guillaume Fay avant moi, parce que Guillaume Fay lui aussi dit la vérité, et comme par hasard, ceux qui disent la vérité, ils sont exclus, hein, par tout le monde, même par le milieu dissident. Tu parles, Guillaume Fay, il n'a jamais été en odeur de sainteté chez Soral et chez tous ces mecs-là, évidemment, puisqu'il a désigné le bon ennemi. Et même Boris Lelay ne parle jamais de Guillaume Fay. Il parle toujours de Lesquin et de ces gens-là. Mais Guillaume Fay, on dirait, alors qu'il est sur sa ligne, racialiste. Là. Mais non, vous voyez, il dérange Guillaume. Donc, parce qu'il a dit la vérité bien avant Boris Lelay. Et Boris Lelay, à côté de Guillaume Fay, c'est un nain, excusez-moi. Donc voilà, les gens qui disent la vérité s'en prennent plein la gueule, parce que personne ne comprend. Ce sont les vrais patriotes et ils sont... on vient à eux quand on se rend compte qu'ils avaient raison. Hein, voilà. Et que tout ce qu'on leur a craché sur la gueule, eh ben, c'est parce qu'on n'avait rien compris en fait. Voilà. On n'avait pas la vérité et la bonne stratégie, c'est-à-dire le focus sur le bon ennemi. Bon. Et troisième aspect d'une bonne stratégie, c'est la montée en compétence. Donc, je vais vous parler de Breivik. Moi, je l'ai lu. On est très peu à l'avoir lu, puisque vous êtes très peu à l'acheter, hein, bande de cons. Excusez-moi, mais si vous voulez, et très peu à en parler aussi, hein, tous les leaders, là. Alors, Piero Sangiorgio, on se réveille ou pas? Tu m'as proposé il y a 1 mois de m'interviewer sur Breivik, et là, alors, t'as changé d'avis, ou tu fais ta mijaurée? Faut se réveiller, mon gars. Donc, si vous connaissez Piero Sangiorgio, dites-lui, voilà, il serait peut-être temps d'en parler, parce qu'il a eu l'intelligence de mettre de côté nos différends qui sont réels. Moi, je pense que sa stratégie est mauvaise en termes défensifs, mais voilà, je ne veux pas cracher sur Piero Sangiorgio au point de refuser une interview qu'il ferait de moi sur Breivik. Vous comprenez? Donc, mon but, c'est de faire de la promotion de Breivik. Hein. Éventuellement de vendre quelques livres quand même, parce que j'ai pas pris tous ces risques financiers notamment, si c'est pour que le livre se vende pas. Or aujourd'hui, personne dans nos milieux n'en fait la promotion. Personne. Tout le monde préfère la censure de Médine à la liberté d'expression de Breivik. Là, vous avez rien compris, c'est l'inverse. Voilà. Ceux qui défendent la censure, ça ne fait monter en compétence personne. Hein. Donc la montée en compétence est essentielle pour une stratégie, parce que là, tout ce que je vous dis, c'est parce que j'ai lu tant et plus de livres, notamment sur notre ennemi qui est l'islam, et donc le marxisme qui est sa cause. Et là, je peux vous dire que dans le Breivik, il y a tout ce qu'il faut pour monter en compétence d'un coup, ce qui vous évitera de lire des dizaines d'autres bouquins que moi j'ai lus, parce que dans celui-là, je retrouve encore plus que ce qu'il y a dans beaucoup d'autres livres. Donc voilà, là vous avez dans ces 3 premiers tomes, je le dis et je le répète, tout ce qui vous fera monter en compétence pour être un peu plus à mon niveau, parce que là, voilà, ah Jean-Robin, tu te prends pour qui, etc. Ben les gars, j'ai publié des vidéos sur mes prédictions. La légitimité, ça se décrète pas. Voilà. On ne dit pas, moi je suis, ou c'est pas un nombre de vues. Oui. Ceux qui pensent comme ça n'ont rien compris. TF1 fait plus de vues que le Raptor, figurez-vous. Alors si on y va par le nombre de vues, ou que Soral, c'est TF1 qui a raison. Là. Vous êtes bêtes. Moi, mes vidéos sont moins vues, en tout cas pour l'instant, mais elles visent dans le 1000. Ceux qui regardent mes vidéos le savent, et c'est pour ça qu'ils le font. C'est pour ça qu'ils s'abonnent de plus en plus, d'ailleurs. On va bientôt atteindre les 3000 abonnés. Voilà, parce que... Mais ça restera, je pense, ne dépassera pas le Raptor, en termes d'abonnés, sauf, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais... Parce que ça reste de l'élite. Moi, ce que je fais, c'est des vidéos d'élite. C'est pour l'élite. Ceux qui comprennent un peu, les patriotes, le 1%, et encore. Donc, ça ne s'adresse pas au mec lambda qui est dans la rue et qui ne comprend rien, ou qui écoute le Raptor, vous voyez, tous les dimanches soirs. Non, mes vidéos ne sont pas faites pour ces gens-là, parce que ces gens-là, ils sont tellement dans l'environnement internet et télé depuis qu'ils sont nés, comme le Raptor, que on ne peut leur servir qu'une soupe infecte, mais qui leur paraît bonne. Ah, parce que c'est ce qu'ils bouffent toute la journée sur internet, et quand ils viennent sur mes vidéos, et à la télé, quand ils viennent sur mes vidéos, ils comprennent rien. Ils disent, mais pourquoi tu critiques le Raptor? Et il dit des choses bien. Ils sont à 20 000 km. C'est compliqué de les tirer vers le haut si ils lisent pas de livres. Mais comme le Raptor lui-même n'en a jamais lu, je pense, parce que lui, il soulève de la fonte. Hein. C'est pas pareil. Là, c'est un manque de focus. Pareil, si vous êtes un intellectuel et que vous voulez faire monter les gens en compétences et que vous êtes un guerrier et que vous faites une stratégie, parce qu'on est dans une guerre de l'information, on n'est pas dans une guerre physique. Et donc lui, le temps qu'il passe à soulever de la fonte, il ne le passe pas à lire des livres. Parce qu'on ne peut pas tout faire. On a un temps limité. Si je reviens à mon premier point du focus, tout le temps que vous passez à lire la Bible, vous ne le passez pas à regarder la télé ou à
à lire des conneries. Et de même, tout le temps que vous passez à lire sur l'islam, et à monter en compétence sur l'islam, vous ne le passez pas à lire sur d'autres thèmes. Mais celui qui n'a pas compris aujourd'hui que c'est l'islam notre ennemi, bah, il n'est pas très intéressé de lire des livres sur l'islam, justement. Donc moi, mon but, là, un livre sur 2 que j'édite depuis 10 ans, maintenant, peut-être pas autant, mais un livre sur 3 en tout cas, c'est sur l'islam, hein, dans ma maison d'édition. C'est pas un hasard, c'est d'une part parce que je suis une maison pour la liberté d'expression, et que beaucoup de ces livres sont refusés partout ailleurs pour de mauvaises raisons, mais d'autre part, c'est parce que j'ai désigné l'islam comme notre ennemi principal, et je veux faire monter les gens en compétence. Et tous ces livres-là, j'en ai écrit déjà un certain nombre, et j'en ai lu un certain nombre. Ceux que j'ai édités, et d'autres. Voilà. Et ça me permet d'avoir une vision maintenant très claire, que je développe justement dans mes vidéos. Quand j'attaque un tel ou un tel, je ne le fais pas au hasard, je ne le fais pas pour me faire plaisir ni pour clasher. C'est toujours argumenté, et les gens finissent par comprendre quand, et encore sur aldostérone par exemple, la plupart n'ont toujours pas compris. Parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne sont pas au niveau, et donc ils ne voient pas stérone comme étant un ennemi, un agent. Je ne peux pas vous dire ça autrement. Et donc, quand je m'en prends à Renaud Camus parce qu'il fait rentrer stérone dans son conseil, ils ne comprennent pas. Et quand je m'en prends à Renaud Camus parce que, justement, il a fait rentrer stérone et derrière, je tire la pelote de laine et tout vient derrière, et quand on se rend compte qu'il vient se coucher devant les musulmans, les gens ne comprennent pas. Mais, je ne sais pas, vous aviez 1 million de Parisiens en mars 1944 qui disaient « Vive Pétain », moins de 6 mois plus tard, vous aviez le même million qui disait « Vive De Gaulle ». Parce que les gens, c'est comme ça. Faut savoir, c'est pas qu'ils sont mauvais particulièrement, mais ni bêtes, mais c'est la nature humaine. C'est quand vous avez une minorité, même très active, qui vous dit un truc, vous ne la croyez pas tant que les événements ne donnent pas raison. Moi, j'ai parlé de l'islam bien avant les attentats de Charlie Hebdo. Ben, quelqu'un comme Conversano, qui est un peu plus jeune, c'est vrai, il a fallu qu'il y ait des attentats. Très bien, hein, il a compris avec les attentats. Soral n'a toujours pas compris. Hein. Pour lui, c'est toujours les juifs, etc. Mais il a fallu qu'il y ait des attentats en France pour que des gens se réveillent, okay, et disent « Ah bah finalement, c'est peut-être l'islam le problème. » Ah bah oui, c'est peut-être l'islam, oui. Parce qu'ils n'étaient pas montés en compétence sur les 1400 ans d'islam. Ce que c'est, qui l'a fait, pourquoi, comment, quand, avec quels moyens, et que ça se répète. Parce que c'est tout ce qu'ils savent faire, ces gens-là. Donc ceux qui ont lu Breivik le savent. Et ceux qui ont lu Ibn Douarak ou d'autres livres que j'ai édités, voilà, l'islam, une stratégie militaire sous couvert de religion. Lisez ce livre de Philippe Armand. Vous verrez ce qu'est l'islam. C'est un docteur d'État, il l'a très bien analysé. Et tous ces livres-là, moi je les ai édités, c'est pour faire monter mon peuple en compétence, en tout cas ceux qui le veulent. Parce qu'aujourd'hui, la plupart ne le veulent pas. Bon, c'est comme ça, ils ont le cerveau lavé par, d'un côté, l'oligarchie qui leur dit l'islam est une religion de paix, et de l'autre côté, l'islam-occident qui leur dit c'est les juifs. Hein. C'est pas l'islam n'est qu'une conséquence, ne vous inquiétez pas. C'est comme en 40, les collabos qui disaient le nazisme n'est qu'une conséquence du bolchevisme. C'est la même chose. Et donc, il faut choisir son camp. Voilà. Et si vous ne choisissez pas votre camp, c'est l'ennemi qui le choisit à votre place, parce qu'on ne choisit pas son ennemi. Ce sera ma conclusion. Comme on ne choisit pas son ennemi, c'est l'ennemi qui décide qui est collabo et qui est résistant. Voilà. De fait. Donc, si c'était effectivement les Juifs qui étaient notre ennemi, et qui nous empêchaient de... Je sais pas, qu'est-ce qui nous empêche, les Juifs? Franchement, on les a persécutés pendant 1500 ans, hein, notamment les catholiques, les ont persécutés pendant 1500 ans, mais c'est eux qui domineraient. Alors, ils ont vécu un génocide récent, et c'est vrai que l'oligarchie s'en sert comme d'une nouvelle religion pour ne pas parler, et je l'ai dénoncé, moi, oui, je mets rien de côté. Mais la judéomanie aujourd'hui n'est pas l'ennemi, c'est évident. Et d'ailleurs, elle n'a cessé de baisser ces dernières années, et l'islamomanie n'a cessé d'augmenter, ce que je disais déjà en début 2011, à mon intervention à l'Assemblée nationale, à côté de Renaud Camus, Éric Zemmour et les autres. Donc voilà, quand on a cette stratégie-là, on ne tombe pas dans ces pièges dans lesquels tombe Lesquin qui dit
l'islam est moins pire que le judaïsme. Il n'a rien compris. Ou alors, comme il est énarque et qu'il n'est pas con, il a compris que la dénonciation du judaïsme permettait de faire de lui une victime, puisqu'il passerait... Parce qu'en gros, soit vous dénoncez le judaïsme aujourd'hui, vous risquez la 17e chambre, soit vous dénoncez, ça dépend comment vous le faites, moi je le fais, je ne suis jamais passé devant la 17e chambre, hein. Soit vous dénoncez l'islam, et là vous passez à la morgue. Henri de Lesquen, lui, il préfère la 17e chambre à la morgue. C'est marrant, hein. Il y en a beaucoup comme ça. Tous ceux qui désignent le judaïsme, c'est souvent, bon, c'est par idéologie, mais c'est souvent aussi par lâcheté, par crainte. Tout comme les collabos en 40 dénonçaient le bolchevisme parce que, et plutôt que le nazisme, parce qu'ils avaient peur des nazis, vous croyez quoi? Et ils préféraient jouir de l'occupation plutôt que d'en souffrir. Et donc, quand vous faites copain-copain avec les officiers allemands, vous vivez mieux que si vous les mettez à dos. Hein. Ah, c'est marrant. Les gens n'ont pas compris ça. Donc voilà, votre stratégie, la vérité et la croyance en Dieu. Alors ça, c'est encore une autre chose, parce qu'on ne peut pas la choisir. C'est elle qui nous choisit. Là aussi, c'est comme l'ennemi. Voilà. Dieu nous choisit, l'ennemi nous choisit. Hein. D'ailleurs, dans la Bible, Satan est appelé l'adversaire. Donc, c'est pas un hasard. Et donc, quand vous avez cette croyance en Dieu, donc cette espérance, c'est l'espérance, c'est par l'espérance que nous sommes sauvés. Okay? Et ce que l'on voit, peut-on encore l'espérer? Ça veut dire que, par définition, on ne voit pas ce qui va arriver. Enfin, on ne sait pas encore ce qui va arriver, et donc il faut l'espérer. Et on peut même agir pour que ça arrive. Mais comme on est à notre niveau, des fois on ne peut pas avoir une prise sur les événements. Mais bon, on peut jouer son rôle quand même à son niveau. Hein, tout comme le colibri qui va ramener une goutte d'eau pour éteindre l'incendie, et il y a les autres animaux qui disent « Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça sert à rien ton truc avec ta goutte d'eau. » Moi je joue mon rôle, jouez le vôtre, et puis peut-être l'incendie sera éteint. Voilà. Donc chacun où nous sommes, nous pouvons jouer notre rôle. Encore faut-il comprendre qui est l'ennemi, dire la vérité et monter en compétence. Voilà. Et c'est pour ça que je suis éditeur et pas youtubeur avec un Tipeee. C'est très bien d'être youtubeur avec un Tipeee, moi je suis un peu au niveau dessus, excusez-moi, et ça fait 12 ans maintenant que je propose aux gens de monter en compétence avec les livres que j'édite. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de monter en compétence justement, et de diffuser cette version de la stratégie, qui est la bonne, pour notre pays et pour son salut. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour une prochaine. Au revoir.